Les algues vertes sont bien à l'origine de la mort du sanglier, retrouvé mort à Morieux en septembre 2024. L'autopsie révèle en effet la présence d'hydrogène sulfuré, gaz toxique qui émane des algues vertes. L'enquête pénale est toujours en cours. Nous reviendrons sur le sujet au début de ce JT. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité de Bretonne du mercredi 5 mars. On vous le disait à l'instant, des traces d'hydrogène sulfuré ont été retrouvées dans le sang et les poumons du sanglier retrouvé mort en 2024. Le Télégramme a pu consulter les résultats de l'autopsie et nos journalistes se sont rendus sur place aujourd'hui. Un reportage de Lionel Lesseau et Jérôme Gallo. C'est dans cet estuaire du Gouessant que le cadavre du sanglier avait été découvert. Un estuaire connu pour être propice à la prolifération des algues vertes. Elle faisait partie des principales suspectes lorsque l'animal de 150 kg a été retrouvé mort le 3 septembre 2024. Un laboratoire public d'analyse à Ploufragan s'est chargé de l'autopsie du sanglier. Dans son rapport, il conclut à l'intoxication au H2S, la formule chimique du sulfure d'hydrogène. Il en a été retrouvé en quantité significative dans son sang et ses poumons. Il présentait aussi de la vase dans les voies respiratoires et une congestion généralisée, deux éléments compatibles avec la thèse de l'intoxication. Ce diagnostic inquiète et interroge les usagers de la plage. C'est vraiment pas rassurant de se dire qu'il y a vraiment, pas très loin un sanglier est quand même décédé de ça. Maintenant, je ferai un peu plus attention quand il fait beau comme ça en fonction des dépôts. Pour une fois, on a la preuve que c'est bien ce gaz qui a tué les sangliers et éventuellement le jogger qui est mort dans le Gouessant, et ceux de Plestin-les-Grèves aussi. Les associations écologistes espèrent que ce résultat d'autopsie va servir d'électrochoc. Yves-Marie Lelay, président de Trégor-Guello-Penthièvre, va interpeller Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Une lettre est en cours de finalisation qui va lui être envoyée aujourd'hui pour lui dire d'arrêter avec ces points algues vertes qui conduisent à ce résultat. Et qu'il faut que les autopsies du sanglier soient versées à la connaissance des juges de la Cour d'appel de Nantes qui auront à juger du préjudice écologique qui a été reconnu par le tribunal administratif dans cette zone. Le pôle régional environnement du parquet de Brest mène toujours l'enquête sur la mort de ce sanglier. C'est loin d'être la première fois qu'on retrouve un animal mort à cause des algues vertes. Des chiens, un cheval et même 33 sangliers à l'été 2011. Arthur, depuis quand a-t-on connaissance des problèmes d'algues vertes ? En soi, les algues vertes, elles ont toujours existé. Par contre, ce qui est plus récent, c'est leur prolifération et leur échouage massif, ces fameuses marées vertes. Là, un rapport du ministère de l'Agriculture les date de la fin des années 60. Alors, il y avait déjà eu des échouages ailleurs, mais c'est vraiment à partir de là qu'elles commencent à occasionner des gènes pour les riverains. Et ces marées vertes, est-ce qu'elles ont déjà causé le décès d'un être humain ? Alors non, il n'a jamais été formellement établi par la justice qu'elles aient été à l'origine du décès d'une personne, même si il y a eu plusieurs suspicions. D'abord en 1989, où le corps d'un homme de 28 ans est retrouvé englué dans les algues vertes, des algues vertes en décomposition sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. L'autopsie n'a jamais été publiée malgré des demandes répétées ces dernières années. Ensuite, en 2009, il y a eu le décès de Thierry Morfois, qui transportait des algues vertes depuis la plage de Binic. Il est mort subitement d'un arrêt cardiaque. Pour le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, il n'est pas démontré qu'une telle exposition aurait pu jouer un quelconque rôle causal dans la survenue des lésions cardiaques. Et le dernier en date, c'est celui de Jean-René Offray, un jogger de 50 ans qui est mort en septembre 2016 lors d'un jogging à Ilion. Alors après plusieurs rebondissements, en novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes conclut qu'il n'est pas établi que le décès de M. Offray aurait pour cause déterminante l'inhalation par celui-ci d'hydrogène sulfuré libéré par les algues vertes. Merci Arthur. Et puis les suites de cette affaire seront à suivre sur le télégramme.fr. À présent, Joël Le Squarnec a à nouveau auditionné ce jour, alors que la journée devait s'articuler autour du témoignage des victimes et de ses anciens collègues. Les avocats des parties civiles, de la défense et l'avocat général ont finalement décidé de le questionner à nouveau. Notre journaliste Christophe Boucher nous résume les dernières heures d'audience.
En effet, Fanny, de l'avis de toutes les parties prenantes de ce procès, la journée de mardi a laissé des traces à tel point que la présidente a souhaité réentendre Joël Le Scoarnec ce mercredi durant 3 heures. 3 heures durant lesquelles les parties civiles ont vécu difficilement les propos de l'ex-chirurgien. Ces pratiques de la scatologie, zoophilie ou encore pédophilie sont évidemment évoquées. Peut-on comparer ces actes aujourd'hui à ceux de Jacques Léventreur, lui demande le procureur général. Avez-vous eu l'intention de torturer ou de tuer? Non, dit Joël Le Scoarnec, ni torturé, ni tué. C'est le procès d'un homme désocialisé qui vivait seul et qui, hormis lire et écouter des opéras, s'adonnait à ses pratiques sexuelles chez lui ou encore à l'hôpital où Joël Le Scoarnec il pratiquait. On écoute à ce sujet justement maître Jean-Christophe Boyer, avocat de l'association Enfants Bleus, Enfance Maltraitée. C'est le procès, je dirais, d'un pédophile qui a eu la possibilité d'agir en toute impunité dans un terreau familial qui a fait qu'il n'a pas pu être peut-être repéré, où il s'est senti en toute puissance, et quelque chose qui a été amplifié par le fait que c'est un médecin chirurgien où lui-même se qualifie comme un médecin agissant en toute puissance. Donc c'est le procès de la toute-puissance dans la pédophilie. Je n'ai plus rien à cacher, j'ai menti pendant 30 ans, dit Joël Le Scoarnec. Depuis son premier procès, l'homme a changé. Pourquoi doit-on vous croire? Depuis, je me suis libéré de ça. Comment, lui demande-t-on? Par ma prise de conscience personnelle qu'un enfant n'est pas uniquement un objet sexuel, ce que je ne pensais pas à l'époque. Quel est votre ressenti par rapport à tout ça, lui demande-t-on? C'est ignoble ce que j'ai écrit, ces actes dévastateurs, j'imagine le désarroi et je présente 1000 excuses pour la première fois. Joël Le Scoarnec fend l'armure, il sanglote. Maître Royer espère enfin que la vérité sera dite. On écoute. Monsieur Le Scoarnec nous a dit qu'il ne contestait plus que ce qui relevait peut-être de gestes médicaux. Alors le plus que, ça concerne peut-être encore un tiers des victimes. Et il a dit que ce serait du cas par cas. Donc nous partons pour un marathon où, victime par victime, il faudra aller vérifier, aller voir si ce qu'il dit, c'est-à-dire de ne pas avoir d'intention criminelle quand il réalise des gestes médicaux, est une réalité ou pas. Donc ça va être une longue épreuve pour les parties civiles. Demain, en effet, démarrent les auditions des parties civiles et ses activités à Loches et les faits durant les années 89, 90 et 91. Ce sont des appels que vous avez sans doute déjà reçus, les démarchages téléphoniques. Ces appels pourraient disparaître suite à une proposition de loi du Sénat, mais certaines entreprises tirent la sonnette d'alarme. Pour elles, le démarchage téléphonique est essentiel, comme en témoigne la société Argel. Un reportage de Maëlle Delmure. Laurent de la société Argel, je vous appelle de Bretagne. Vous allez bien, madame? Laurent réalise une centaine d'appels de ce genre par jour, mais une proposition de loi du Sénat veut interdire les démarchages téléphoniques sans le consentement des clients. Une nouvelle réglementation qui inquiète Laurent et ses collègues. Ça fait peur, puisque on est tous pareils, on a toujours peur effectivement de perdre son travail, son emploi. Pour ce chef d'entreprise, la proposition de loi ne fait pas suffisamment de distinction. Le démarchage téléphonique en France est déjà très réglementé. Et tout ça, en fait, n'est pas forcément respecté par un certain nombre d'acteurs. Et donc, le législateur augmente les contraintes. Et c'est vrai que nous sommes des victimes collatérales, finalement, d'abus du démarchage téléphonique. Selon la commission des lois, il y aurait entre 30 et 40 000 postes de téléprospection en France. J'ai voulu inscrire un principe dans la loi. On ne peut plus être appelé si on n'a pas donné son consentement éclairé à une entreprise pour qu'elle puisse le faire. Dans cette histoire, ce que je propose de manière assez simple, c'est d'arrêter d'emmerder 60 millions de gens. Voilà. Alors après, on peut m'expliquer qu'il y aura quelques dommages collatéraux, je ne dis pas l'inverse. Mais si on laisse la porte ouverte, encore une fois, je pense que beaucoup vont s'engouffrer dedans et qu'à la fin, on perdra considérablement en efficacité. Et qu'évidemment, sur ce sujet-là, comme plein d'autres, ce que les gens attendent, c'est qu'entre ce qu'on va dire et ce qu'on va voter, ce qui va se passer, qu'ils voient les choses changer, quoi. L'Assemblée nationale se positionnera sur cette proposition de loi le 6 mars prochain.
Il n'y aura pas de concours de bagadou au Festival interceltique de Lorient cette année. Face à l'annulation du championnat des bagadous, le festival a dû s'adapter et à la place du concours, c'est un spectacle qui sera proposé au public, invité à voter pour sa formation favorite. Des exosquelettes de plus en plus courants dans les centres de rééducation. Utilisés notamment comme assistance à la marche, ils permettent aux patients d'augmenter leurs chances de récupération. Exemple au centre de Trestel en Côte-d'Armor où Mathilde Kemener s'est rendue. Alors j'active la marche, on va faire premier pas à gauche, t'es prêt ? Grâce à cet exosquelette, Laurent Crène, victime d'un AVC, est debout. Il retrouve petit à petit l'usage de ses jambes. C'est physique, ça permet d'aller plus vite, c'est-à-dire que, pour vous dire, en 4 mois, grâce à l'exosquelette et au travail des kinés et de l'encadrement, ça m'a permis de retrouver un peu de mobilité, quoi. C'est une avancée terrible, quoi. Pour quelqu'un, vous prenez quelqu'un qui est en fauteuil comme ça, d'un seul coup se retrouver debout, c'est inimaginable pour quelqu'un de valide. Depuis cet été, 8 patients ont bénéficié de cet exosquelette au centre de Trestel. Avant, on avait d'abord une rééducation pour du renforcement, pour la récupération progressive, mais ça va demander du temps. Il y a des gens qui n'ont aucune force musculaire, qui ne vont pas se mettre debout entre les barres, et là, avec ce robot-là, on peut les mettre debout déjà, même sans force, sans aucune motricité. Une acquisition rendue possible grâce au financement de l'Agence régionale de santé, l'ARS, et la volonté du président Emmanuel Macron. Il y a un effet d'aubaine, clairement, d'avoir cet équipement-là. Il a été décidé en fait par le gouvernement et accompagné par les ARS, en fait, qu'il y ait 2 équipements par département, 2 exosquelettes par département. C'est un appareil qui coûte 175 000 €. Donc c'est pas rien, pour un établissement comme le nôtre, il faut aller chercher de l'argent pour avoir un équipement pareil. Et le plus gros investissement est prévu ces prochains mois, 4 millions d'euros pour réouvrir la balnéothérapie en 2027 et booster ainsi l'attractivité du centre de Trestel. Ce JT touche à sa fin, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition de Thé dans l'actu. D'ici là, belle soirée à vous.